Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode. Aujourd'hui, j'ai sorti la vidéo On pose les bases. Enfin, la première vidéo de ma chaîne YouTube qui introduit d'une certaine manière les vlogs qui sont à venir et notamment ce que vous êtes en train de regarder maintenant qui est donc l'épisode 1. Voilà, c'est vraiment l'objectif, c'est de sortir ce premier épisode avant la fin du mois de juillet pour lancer la machine, surtout que j'ai plein de trucs en route. Il y a le code bateau, vous pouvez voir derrière moi, qui est en pleine révision et qui va faire l'objet de pas mal de scènes dans le vlog du mois d'août, pour le coup. Voilà, j'ai tellement de choses à raconter. Je vous propose de découvrir tout ça maintenant. Allons-y. Le 26 juin dernier, j'ai enfin pu récupérer ma moto. Pour moi, c'est la conclusion d'un objectif que je m'étais fixé environ en juillet 2020, si ce n'est pas avant. Je vous propose qu'on revienne ensemble sur cette journée. Direction le concessionnaire pour récupérer la moto. C'est parti! Bon, et ben voilà, on y est. On va pouvoir du coup faire un premier tour et je vous donnerai bien sûr mon ressenti dès que ce premier tour sera terminé. Je suis vraiment impatient là, j'attends vraiment que ça. Bon là ils ont perdu la clé de secours, donc ils sont partis chercher la clé de secours. Donc j'attends, mais ça fait un peu marcher mon impatience. C'est fini, le premier tour est fait, la moto est dans le garage. On voit que c'était tout juste en termes de rangement, hein. Voilà, on était vraiment tout pile. Écoutez, pour ces premières impressions, c'est vraiment comme du vélo, j'ai envie de dire. On dit souvent, ouais, voilà, quand on n'a pas fait de vélo depuis longtemps, ça revient tout seul. Bah, franchement, c'est revenu tout seul. J'avais pas mal d'appréhension, mais j'ai eu aucun souci sur le passage des rapports, etc. Et pourtant, ce qui est un peu particulier avec l'Interceptor 650, c'est qu'elle n'a pas la vitesse d'afficher, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est vraiment au contour ainsi qu'à l'oreille que j'ai pu un peu me faire la main, mais ça s'est vraiment bien passé. J'ai l'impression que j'ai une bonne maîtrise du lent. J'ai pu la tester un petit peu sur les ronds-points quand j'arrive à vitesse ralentie pour ne pas poser le pied et pouvoir redémarrer de manière plus dynamique. Ça s'est vraiment bien passé à ces niveaux-là. Donc je suis plutôt rassuré pour le lent. Par contre, en termes de direction, j'ai l'impression que par rapport à la moto d'auto-école, ça va être un peu hardcore et notamment sur le slalom. Donc je suis impatient de pouvoir essayer ça. Ça va être vraiment très sympa. Revenons sur les étapes du permis moto. J'ai eu mon premier deux roues aux alentours de 14-15 ans. C'est un 50 cm3, en l'occurrence un Kymco Agility. C'est clairement le scooter aujourd'hui des fameux Uber Eats à vélo, qui sont en fait en scooter. Pour moi, rouler quand il fait beau et chaud avec un deux roues, ça a toujours été un énorme plaisir et c'est quelque chose qui m'a assez rapidement manqué dès lors que j'ai eu le permis avec la voiture. C'est pas tant la vitesse qui m'intéresse, mais vraiment plutôt le sentiment de liberté que peut procurer un deux roues et ça, c'est vraiment exceptionnel. C'est pour ça que depuis que j'ai le permis B, l'idée d'avoir un deux roues me travaille. J'ai même pensé à prendre un quad pour éviter d'avoir à repasser un permis. Mais les avis sur internet m'en ont dissuadé. C'est visiblement plus un véhicule qui est fait pour le tout-terrain, ce qui n'est pas vraiment mon objectif. Pendant le premier confinement, de nombreuses idées ont émergé dans ma tête, et ça on en reparlera sûrement dans plein de vlogs à venir.
Mais celle du permis moto est une idée qui a pas mal grandi. J'avais dans mon entourage Wartox qui était déjà sur ce projet de permis moto, étant lui issu d'une famille de motards accomplis, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et du coup, en discutant avec lui, ça m'a encore plus donné envie. Petit résumé de comment fonctionne le permis moto en France. Déjà, quand on a le permis voiture, on peut rouler un 50 cm3. Comme ce que j'avais quand j'étais ado. Après, il faut savoir que c'est limité la plupart du temps à 50 km/h et qu'on ne peut pas rouler sur toutes les routes avec ça. Donc ça répondait clairement pas à mon envie. Ensuite, il existe 3 permis. Le permis A1, le permis A2 et le permis A. Le permis A1, c'est une genre de formation de quelques heures qui va permettre de rouler un 125 cm3. C'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir une moto qui peut aller sur toutes les routes et qui roule à une bonne vitesse. Par exemple, à Paris, la plupart des gens ont cette formation et roulent des 125 cm3, que ce soit des motos ou des scooters. Ensuite, il y a le permis A2. C'est celui qu'on appelle communément le permis moto. C'est par celui-là qu'on commence. En fait, le permis A2 va permettre de rouler des motos jusqu'à une certaine puissance. 35 kW. Ce qui correspond plus ou moins à des motos de 600-650 cm3. Ensuite, le permis A est un permis qu'on obtient avec une petite formation 2 ans après le permis A2. On ne peut pas le passer avant. Et là, ça va lever toutes les restrictions. On va pouvoir conduire tous les véhicules qui sont finalement homologués. Repasser un permis en 2020, 9 ans après mon permis voiture, c'était quand même un sacré challenge. D'autant que le permis moto, il est en 3 étapes. Le code, le plateau et la circulation. Avant mars 2020, le code voiture et le code moto, c'était le même. Mais depuis, il y a l'ETM, l'épreuve théorique de moto, donc le code moto. Et je trouve ça plutôt pas si mal, parce qu'il y a quand même des vraies spécificités avec la moto, notamment le placement dans la voie, la visibilité et la mécanique qui est forcément différente sur une voiture et sur une moto. Le plateau, ça consiste en une série de manœuvres qu'il va falloir réaliser sur un parcours fermé en un temps donné. Et pour finir, il y a la circulation, qui dure environ 30 minutes et qui est une épreuve comme celle du permis de conduire voiture, où l'on roule en situation réelle, mais cette fois-ci, il n'y aura aucune manœuvre, étant donné qu'on compte que les manœuvres ont été acquises lors du plateau. Vous entendrez clairement plein d'avis divergents sur la difficulté de telle ou telle épreuve. Pour ma part, je pense que le plateau et la circulation sont aussi compliqués l'un que l'autre, mais dans des domaines différents. Le plateau est très technique et va demander une vraie maîtrise de son véhicule et de soi. La circulation, c'est une capacité à gérer la pression et à réagir très rapidement. En ce qui concerne le code, pour ma part, je m'y suis pris seul. Un petit abonnement au code Rousseau et puis un bouquin acheté sur Amazon. J'ai révisé pendant une semaine de manière intensive. Je me suis inscrit à la poste et 48 heures plus tard, j'avais l'avis favorable. Pour moi, cette méthode d'apprentissage intensif, c'est vraiment la meilleure. Je l'avais déjà appliquée pour le code voiture il y a de ça quelques années. Je l'ai réappliqué pour ce code moto, ça a vraiment bien fonctionné. Et je compte l'appliquer pour le permis côtier. Et ça, vous le verrez au prochain épisode. Le plateau, ça a été un petit peu plus compliqué. J'hésitais beaucoup entre m'inscrire à Paris où j'habite ou dans la région d'Angers où j'avais passé mon permis voiture. J'ai finalement décidé de m'inscrire dans l'auto-école où j'avais passé mon permis voiture. La circulation sur Paris me tentait clairement pas, d'autant plus que je souhaitais vraiment le permis moto pour le loisir et non pas pour rouler en ville. Il a fallu que je pose pas mal de congés, que je fasse pas mal d'allers-retours entre Paris et Angers, ça a été un petit peu compliqué. Quand on commence les leçons du plateau, ça va assez vite. Au bout de quelques heures, on est déjà sur le véhicule. En l'occurrence, moi, le moniteur, il avait pas le time, il m'a mis directement sur la 600 cm3 et il m'a dit on y va. Au bout de 2 heures, je passais les vitesses, etc. Je faisais le freinage d'urgence et ça a été hyper vite. J'ai de la chance, j'ai jamais chuté pendant l'exercice du plateau et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Surtout que le lieu où on s'entraînait pour le plateau était pas hyper favorable. Je vous laisse découvrir ça. Voilà, on est arrivé sur le terrain où je m'entraînais pour le plateau et comme vous pouvez le voir peut-être, il n'est pas parfaitement droit et du coup c'était vraiment un petit peu compliqué parce que en fonction du sens, il y avait soit une montée, soit une descente lors du lent, ce qui est vraiment différent par rapport au vrai plateau où on est sur du parfaitement droit. Et d'autant plus, si on regarde un petit peu le sol, c'est pas parfaitement lisse, il y a pas mal de petits gravillons, ce qui fait qu'on n'était pas forcément à l'aise non plus quand il s'agissait de faire le slalom. On avait un peu peur de déraper, même si au final ça fonctionnait quand même hyper bien. Finalement, le plateau, c'est pas mal de petites étapes. Le lent, on roule à 3-4 km/h, les demi-tours, le freinage d'urgence, le slalom et on termine par l'évitement. La bête noire du plateau, c'est vraiment cet évitement final à 50 km/h qui pose un gros souci. Moi, pour ma part, ça n'a pas vraiment été le problème. J'ai tout de suite compris que le regard donnait la direction de la moto. Et donc l'évitement, pas de souci. Moi, ça a plutôt été le slalom, où il faut slalomer à 40 km/h. Quand la route est un petit peu gravillonneuse, comme vous avez pu le voir sur l'entraînement du plateau, j'étais un petit peu stressé et j'étais toujours à 34-36 km/h.
Mes leçons se sont étalées de septembre 2020 à février 2021. Il y avait le deuxième confinement au milieu de ça et donc impossible de continuer les leçons de plateau. Finalement, le jour de l'examen est arrivé en février 2021 et ça s'est hyper bien passé. La piste était parfaitement lisse, aucun gravillon, j'ai dû faire le slalom à 42-43 km/h sans problème. Et là, je me suis dit, ah, c'était pas mal finalement d'avoir une piste un petit peu accidentée parce que ça me préparait à des conditions plus extrêmes que la réalité. Si vous avez des questions sur le plateau, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, hein. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Bien sûr, ma chaîne n'est pas une chaîne moto, il y a des chaînes qui sont vraiment adaptées à ça, mais je pourrais quand même vous donner des petits tips. Comme ça traînait pas mal au niveau de mon dossier auprès de l'auto-école, le moniteur m'a appelé et m'a dit écoute, on va faire 2 fois 2 heures de conduite et après tu passeras à la circulation. Clairement c'est peu, ça fait 4 heures, alors qu'en temps normal on est plus sur 6-8 heures avant de passer la circulation. Au bout de ces 4 heures, j'étais pas hyper rassuré, hein. On avait roulé dans Angers, il y avait des travaux partout, je m'étais trompé plusieurs fois de voie, c'était la galère. Mais bon, je me suis présenté à l'examen. Et là, ça a été le coup de chance. L'examinatrice qui se trouve dans un véhicule derrière moi qui suit sur la moto, je l'entends dans l'oreillette, et elle me dit de tourner à gauche. Sauf qu'à gauche, c'est une route barrée. Et je lui fais un signe de la tête, non, je ne peux pas, et je file tout droit. Et en filant tout droit, on était dans la campagne, et pendant pratiquement 5 minutes, on n'a pas pu faire demi-tour. Sauf que 5 minutes sur une demi-heure, c'est très long. D'autant plus qu'après, il faut revenir au centre d'examen. Autant dire que là, je savais que c'était dans la poche. L'examinatrice était à la fois mal à l'aise et à la fois elle se marrait un petit peu dans l'oreillette. C'était gagné. Ça m'a permis de complètement éviter la circulation complète d'Angers et du coup, on est directement rentré au centre d'examen. 48 heures plus tard, j'avais l'information, permis en poche. J'ai donc fait le 3-hit combo parfait, code, plateau et circulation du premier coup, au top. Par contre, j'avais pas vraiment anticipé cette rapidité. J'avais pas commandé de moto, j'avais même pas repéré de modèle. Après avoir longuement hésité à me ruiner avec une Triumph, je me suis porté vers le choix de la raison chez Royal Enfield avec notamment le modèle Interceptor 650. C'est une New Retro, ça correspond parfaitement au style que je recherchais pour pouvoir cruiser tranquillement. Les critiques sont plutôt bonnes, j'ai notamment regardé cette vidéo de Lord Puma qui teste la moto et qui passe un bon moment. Et je peux vous le confirmer qu'on passe un vrai bon moment sur l'Interceptor. Le problème, c'est pile quand j'ai voulu commander au mois de mai, un nouveau modèle arrivait en boutique, c'était le modèle Euro 5. Donc c'est une nouvelle norme anti-pollution et ça m'embêtait de me dire je vais prendre un modèle Euro 4 alors qu'il y a l'Euro 5 qui sort. Sauf qu'il fallait attendre. Je me suis dit bon allez, je suis plus à la minute, ça m'a pris pratiquement 1 an de passer ce permis, je vais attendre. Le modèle est fabriqué en Inde. On était en pleine crise du Covid en Inde et ça a été très très long. Et nous voilà donc en juin pour recevoir la moto. Au moment où je vous raconte tout ça, j'ai encore très peu roulé, seulement 2 jours. Donc je suis vraiment pressé cet été de pouvoir remonter sur la moto avec le beau temps en plus, car j'ai roulé pour l'instant pratiquement que sous la pluie et c'était pas hyper agréable. Peut-être que je vous partagerai d'autres petits points de vue moto lors de prochains vlogs. Alors, on va aller dans la salle de bain. Et pourquoi on va dans la salle de bain? Parce qu'en fait, j'ai pu plein de fois offrir des cadeaux lush à ma famille. Et en fait, j'en étais jamais acheté. À chaque fois, avec Alina, on se fait la remarque que ouais, ça sent bon, etc. C'est cool. Et du coup, comme maintenant on a une baignoire, depuis qu'on a le nouvel appartement, voilà. Ouais, c'est bon, tu as vu. Je me suis dit, ça serait cool. Et du coup, on s'est acheté un paquet de bombes à bain. Et ça va être la toute première fois que j'en utilise. Alors je sais pas, je vais utiliser. Je pense que je vais commencer par la petite, histoire de garder le gros truc pour la fin. Je vais commencer. Non, je vais commencer par celle-ci. Elle a l'air hyper stylée. Je crois que c'est celle-ci où ils ont dit il y a une surprise à l'intérieur une fois qu'elle a fini de dissoudre. Donc let's go. On va allumer ça et je vous retrouve tout de suite avec le résultat. Voilà, c'est fini. On va pouvoir maintenant y aller. C'était la première expérience. Ok, on va s'arrêter là. Hello, je rentre du cinéma. J'ai été voir le nouveau Space Jam et franchement, j'ai passé un plutôt pas mauvais moment. Alors, il faut savoir que moi j'ai la carte UGC illimitée, donc il faut vraiment que je rentabilise d'une certaine manière et que j'aille au maximum au cinéma possible. Donc là, j'avais l'occasion, j'avais rien à faire ce dimanche après-midi. Je me suis dit, je vais aller voir cette avant-première, vu que le film sort mercredi prochain. Et j'ai pas passé un mauvais moment. Je me suis
pas non plus exclaffé de rire pendant tout le film. J'ai pas passé un mauvais moment, ça se regarde plutôt bien, d'autant plus avec la carte illimitée. Et j'en ai profité pour passer à la Fnac et me faire un petit plaisir, voilà, un petit nouveau dans la catégorie Helmet qui va rentrer du coup dans ma collection et qui va pouvoir s'afficher du coup avec les autres sur l'étagère des casques. Alors il y en a plusieurs des casques, il y a celle qui est sur le côté notamment, quand vous me voyez dans la vue studio. Je ne sais pas si vous les avez repérés, n'hésitez pas à regarder ça. Comme j'ai pu vous en parler lors de la précédente vidéo, je vais proposer le stand Keremasan ainsi que Keremasan & Co quand je serai accompagné sur les conventions pop culture japonaise. Et le 10 et 11 juillet dernier, j'ai pu proposer pour la première fois ce stand et ça se passait au salon Anime Focal de Romorantin. Ça se situe dans le Loir-et-Cher, pas très loin de Blois, et du coup le samedi matin avec Aliénor, on a pris la voiture et on s'est rendu à Anime Focal Expo. Allons-y. Et voilà, c'est parti pour Anime Focal 2021, le stand est prêt, regardez ça. On a ici la caméra qui nous sert pour les interviews avec toute la régie et Aliénor qui va donc poser les questions aux différentes personnes qui seront interviewées. Voilà, c'est parti, c'est ouvert depuis à peu près 1 heure maintenant. Le salon est composé d'une vingtaine de stands, mais il y a déjà vraiment beaucoup de monde pour si peu de stands. C'est vraiment un succès, je pense, pour le salon. Je pense que les gens étaient vraiment en manque de salon. Ici, vous allez retrouver en fait dès l'entrée qui se trouve juste ici, avec une queue qui va jusqu'au parking, les stands qui serviront à accueillir les différentes personnalités qui seront en conférence et qui pourront signer des autographes. On retrouve ensuite, si je prends un peu de distance, différents stands de vente où on va passer. Voilà. Ici, on a plusieurs stands également. Airsoft Team, les Waves Avengers. On a le stand de Nazca Edition qu'on retrouvera, ou que vous avez peut-être déjà retrouvé en live sur la chaîne. Ça, c'est dimanche après-midi. Et là, on continue à avancer. Différents types de présentations. Alors ce qu'on peut peut-être reprocher, mais bon ça c'est vraiment très léger, c'est l'habillage des tables qui est particulièrement neutre, avec pas de nappe fournie par l'organisateur, et donc c'est à chaque standier de fournir sa propre nappe. Voilà d'autres stands avec le fameux prénom en japonais qui est assez courant. Ici un stand qui mélange à la fois grignotage et plat sur place. On arrive et voilà, on a fait le tour déjà. Le tour est déjà presque terminé. Et vous allez pouvoir retrouver Aliénor juste ici en train de réaliser une interview. Ici, on a une reproduction du stand de ramen de Naruto. Voilà. Et la scène qui va préparer la première conférence qui aura lieu donc à midi. Voilà le stand Keremasan. Premier stand Keremasan sur un salon. Et vous voyez que ça continue de rentrer. Pour l'instant, tout le monde n'est pas encore rentré. Et pourtant, la première conférence ne devrait pas tarder à commencer. On va voir comment ça continue. Fin de la première journée. En effet. On va attendre la fin du concert. On est crevé. On n'a qu'une envie, c'est aller manger et aller dormir. Voilà. Mais c'était une bonne journée. Arrivé à l'hôtel, on va pas filmer à l'accueil parce que c'est quand même pas très poli de faire ça. Mais du coup, c'est un hôtel Ibis Budget de grande qualité. Parce que nous, on est comme ça, on prend tout de suite ce qu'il y a de mieux. Et Ibis Budget, c'est vraiment au top de l'hôtellerie. On est à l'hôtel, on n'a pas encore été mangé. Je suis en train de réfléchir à demain. Les lives, le live d'échange avec les exposants et le bruit qu'on va avoir sur le stand. Déjà que j'ai plus trop de voix après une journée où normalement j'ai presque pas fait d'interview, ça va être quand même plutôt balèze, mais on va essayer de s'en sortir. Ça devrait le faire. On espère qu'on va réussir à faire en tout cas des interviews de qualité. Les exposants ont l'air hyper chauds, hyper motivés, ça va donc être intéressant.
Et bah du coup, on vous dit à demain pour l'installation et les lives. Voilà, on est prêt pour la deuxième journée. On est prêt? Salut. Bon, allez, direction pour l'instant Carrefour. Pourquoi on va à Carrefour? Parce qu'en fait, comme j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de bruit hier sur le stand, on va essayer d'acheter des casques de manière à ce que les invités et moi-même on s'entende au moment où on se fait nos petites interviews. Hier, j'ai pas eu ce problème-là étant donné que j'avais pas d'invité en direct, mais aujourd'hui, ça va être une autre histoire. Donc c'est parti, on prend la route pour trouver ces fameux casques. Hello, bienvenue. Je suis avec Lulu, Quentin, Akito, Artekion, Ludovic, Megan, Pyong, Camille, Luc Boulade, Little Chip, bien, Adrien, Sib, Marin, Loïc, Néon, Alice Orsa. Merci de te prêter à cette interview. Ok, on a terminé la journée, enfin du moins on a terminé les interviews. Plein d'interviews, c'était vraiment hyper cool. Moi je m'attendais pas du tout à avoir les invités. On a eu Adrien Solis, Alice Orsa, Luc Boulade, enfin bref, comédien de doublage hyper intéressant. On a eu également plusieurs écrivains avec Loïc Kinihon notamment, qui a écrit, qui est mangaka scénariste de OSE, hyper intéressant. Là le stand est toujours prêt, on va laisser la télé allumée pour éventuellement que les gens rejoignent le YouTube et regardent cette vidéo que je suis en train de tourner. Ce petit vlog que vous êtes en train de regarder qui est sur YouTube, et ben c'est peut-être grâce à cette image que j'ai laissée là. Et puis on va commencer à démonter, mais avant de démonter, je vous ai pas montré ce qu'on avait installé quand même. Donc globalement pour cette journée d'interview, c'était assez simple. On avait deux micros, on avait le Rode NT USB qui servait pour les invités et le Rode NT1 qui était branché sur la Go XLR qui est ici pour moi. Alors je vous raconte pas la galère de la gestion du son, peut-être que vous avez du mal à m'entendre déjà là. Je ne sais pas si vous voyez, à chaque extrémité de la salle, il y a des enceintes, ça nous explose les oreilles. On a un stand qui est absolument pas placé pour finalement répondre aux besoins et des interviews, etc. Donc c'est très compliqué. En termes de chaleur, j'ai enlevé la casquette et j'ai les cheveux tout fripouillés comme ça parce que regardez, les deux projecteurs que j'avais installés qui permettaient en fait de bien éclairer les invités. Et pour le coup, on avait une belle lumière sur les invités, même si je trouve que la caméra était un poil descendant, un poil... on aurait pu faire mieux en termes de caméra, mais c'est un premier stand, donc on va s'améliorer. Donc maintenant, on va entamer le démontage progressif. On va laisser ça allumer, on va discuter avec les gens, on va leur parler de ce qu'on fait. Et j'espère que vous êtes en train de regarder ce vlog parce que vous étiez sur le salon et que vous avez parlé avec moi. C'est terminé, le matériel est rangé dans la voiture. On va prendre la route du retour et les bouchons du retour. En tout cas, très très bonne expo, très bonne première expo pour Anime Focal. Franchement, c'était hyper sympa, les invités étaient hyper cool. On a passé un super moment avec Aliénor, notamment aujourd'hui avec les interviews qu'on a pu faire. Je suis totalement à contre-jour, mais c'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas, voilà, on est impatient de pouvoir retourner encore dans une nouvelle convention et on est également impatient de pouvoir mettre les pieds dans la deuxième édition d'Anime Focal. Alors d'après l'organisateur, il y aura bien une deuxième édition. Après il m'a parlé également d'un projet qu'ils avaient sur Paris, donc je ne sais pas exactement ce qui va en être. En tout cas j'espère qu'on en fera partie et qu'on pourra également interviewer pas mal de personnes et discuter aussi avec les visiteurs, parce que ça c'était passionnant. Merci d'avoir suivi ce premier vlog expo. Alors il était peut-être un peu hachuré parce qu'on a oublié de filmer plein de scènes, etc. Donc c'est un petit peu une vidéo bêta, on va dire comme ça, comme il y a des streams bêta, il y a des vidéos bêta. Donc c'est un vlog bêta. C'est un vlog bêta, mais ça vous a permis quand même de suivre, entrecoupé de différentes scènes, ce qu'on a pu vivre sur cette Anime Focal Expo 2021. Il y a tellement de choses à raconter encore. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve à la fin du mois d'août pour l'épisode suivant. Il y aura encore plein de choses. À très vite dans la vraie vie.